Alors, l'hydrogène vert est un vecteur énergétique, transformation de l'industrie et du secteur, du secteur industriel au Maroc. Ça, c'est un secteur sur lequel l'OCP a effectivement un grand retour d'expérience. Classer le Maroc parmi les top 5, voire top 3. Alors déjà, le Maroc n'a pas fait de choix de technologie. Le Maroc a toujours eu dans son approche. Il y a aussi le cadre réglementaire, il y a la stabilité de la monnaie, il y a la stabilité géopolitique, la stabilité politique. Alors, l'hydrogène vert est un vecteur énergétique qui est produit à partir des énergies renouvelables, qui alimente un électrolyseur qui va transformer l'eau en hydrogène et oxygène. Et donc l'hydrogène vert, ce terme vert vient du fait que l'énergie qui est utilisée pour le produire est une énergie verte. Et donc c'est un terme qui a été consacré par l'industrie pour décrire exactement ce produit-là. Alors, pour moi, l'hydrogène vert est un enjeu générationnel pour le Maroc. C'est le vecteur d'énergie qui pourra transformer le Maroc d'un pays net importateur d'énergie à potentiellement un pays exportateur net d'énergie. Ce type d'opportunité ne se présente effectivement qu'une fois tous les 100 ans, donc nous avons besoin effectivement de capitaliser dessus pour pouvoir utiliser l'hydrogène vert en tant que locomotive de transformation de l'industrie et du secteur industriel au Maroc, des chaînes de valeur, mais aussi des partenariats internationaux du Maroc, de la composition des exports. Et donc nous avons effectivement besoin de s'assurer que ce train d'hydrogène vert va permettre au Maroc de changer de cap et de se positionner en tant que pays exportateur d'énergie et idéalement énergie verte et décarbonation des secteurs industriels de la région. Alors, on reviendra peut-être plus tard sur l'approche marocaine, mais effectivement, lorsqu'on parle d'hydrogène vert au Maroc, on ne peut pas ne pas parler de l'offre Maroc Hydrogène Vert qui, elle, ne considère que des projets qui sont intégrés en amont et en aval, donc de la production d'énergie renouvelable, l'alimentation d'électrolyseurs, production d'hydrogène vert et transformation de cet hydrogène vert en ammoniac et autres dérivés. Donc il y a effectivement plusieurs écosystèmes qui peuvent venir se greffer. Il y a tout l'écosystème de la production d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire, sur lequel le Maroc a un retour d'expérience de plus d'une décennie et sur lequel on capitalise pour mieux, je dirais, appréhender et mieux et fortifier l'écosystème de production d'énergie renouvelable et de tous les composants. Il y a un nouvel écosystème qui va devoir se créer autour de l'électrolyse et ce qu'on appellera tout le secteur de la chimie qui dérive de cette électrolyse. Ça, c'est un secteur sur lequel l'OCP a effectivement un grand retour d'expérience et sur lequel le Maroc pourra capitaliser pour aller développer un écosystème encore plus large et encore plus générateur de valeur ajoutée et captage de valeur ajoutée pour le pays. Alors, l'approche du Maroc a été d'inviter l'investissement international à venir développer des projets d'hydrogène vert. Et donc, ce n'est pas des investissements de deniers publics, c'est plutôt une mise en valeur d'un potentiel. Vous avez effectivement bien raison de classer le Maroc parmi les top 5, voire top 3 destinations d'investissement en hydrogène vert parce qu'il est dans une posture assez unique, à la fois de par sa position géographique et la proximité des marchés qui vont être les plus grands marchés d'hydrogène vert, notamment l'Europe, de par la combinaison d'éolien et de solaire qui sont assez exceptionnels au Maroc et qui sont tout à fait compétitifs avec des pays très lointains comme le Chili et l'Australie. Et puis également de par les investissements en infrastructures qui ne sont pas dédiés à l'hydrogène vert, mais qui vont desservir le secteur de l'hydrogène vert, notamment les infrastructures portuaires et le développement du pipeline Nigeria-Maroc, qui, dans sa composante marocaine, au moins comportera un pipeline hydrogène vert. Donc l'investissement que le Maroc concède est un investissement d'infrastructures, je dirais, multi-secteurs, dont profitera l'hydrogène vert. Mais c'est pour nous, je pense, pour le Maroc, une opportunité d'attrait et d'investissements internationaux plutôt qu'un effort d'investissement public pour des infrastructures nationales. Alors, l'offre Maroc Hydrogène Vert a été lancée par une circulaire du chef du gouvernement suite aux orientations de Sa Majesté. C'est une approche assez unique
avant de parler d'un bilan d'étape, mais c'est une approche assez unique où, au lieu de céder des concessions à des groupes d'investisseurs de gré à gré, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays du sud du pourtour méditerranéen, le Maroc a invité des investisseurs à venir faire une proposition de valeur complète. Et donc, il revient à l'investisseur à la fois de faire une proposition d'investissement en production d'énergie renouvelable, la localisation de cette production, mais aussi de venir avec une proposition de valeur qui va à la fois adresser ce qu'on appelle les externalités positives, et donc tous les investissements dont le pays va bénéficier pour permettre à cet investisseur d'aller vers son projet d'hydrogène vert, mais également de revenir avec des propositions de partage de la valeur captée. Et donc ça, c'est assez unique, où nous mettons en concurrence les investisseurs sur ce secteur d'hydrogène vert pour pouvoir, quelque part, pousser au maximum la valeur captée au niveau du pays. Donc cela comprend des propositions d'investissement sur l'amont industriel. Cela aussi dessert des éléments qui sont annexes, comme par exemple le dessalement d'eau qui va être nécessaire pour ces projets-là, mais qui peut très bien bénéficier aux régions limitrophes de ces projets-là, mais aussi sur l'existence et la mise en place d'industries nouvelles, comme l'industrie de l'acier vert, qui est le sujet d'un des projets qui a été retenu dans cette première vague. Alors pour revenir à un bilan d'étape, il y a eu 40 projets ou 40 consortiums qui ont déposé des projets au niveau de Magen, qui a été désigné comme point focal de l'offre hydrogène Maroc Hydrogène Vert. Il y a eu plusieurs comités d'investissement présidés par le ministre de l'Investissement et aussi des comités de pilotage qui ont été présidés par le chef du gouvernement et qui ont retenu, aux dernières nouvelles, 7 projets portés par 6 consortiums. Donc, si on devait faire quelque part un bilan précoce, parce que les chiffres ne sont pas encore sortis, les négociations sont en cours, je dirais que la quasi-totalité de la phase 1 pour laquelle l'État a mobilisé 300 000 hectares a été entièrement adjugée. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement un potentiel de captage de valeur ajoutée, de création d'emplois, qui va faire l'objet de négociations avec chacun des 6 consortiums qui ont déposé ces projets-là. Donc je dirais un bilan d'étape assez encourageant qui valide l'approche marocaine, et d'autres investisseurs sont toujours dans le pipeline pour discuter des futures, je dirais, vagues d'adjudication qui vont venir dans l'avenir. Alors déjà, le Maroc n'a pas fait de choix de technologie. Le Maroc a toujours eu dans son approche du secteur ou du plan Maroc solaire et aussi des énergies renouvelables, a toujours été technologie agnostique. Et donc de ce point de vue-là, il va effectivement permettre aux technologies d'être mises en concurrence pour apporter les solutions les plus compétitives. Alors effectivement, il y a eu à travers le monde des retards d'investissement, des annulations de projets en Australie, en Amérique du Nord. Il faut savoir que l'hydrogène vert est intimement lié à un cadre incitatif à la fois national dans les pays qui vont être producteurs, national dans les pays qui vont être effectivement off-takers, mais aussi dans le cadre réglementaire et géopolitique. Donc c'est des sujets qui dépassent je dirais le pouvoir de décision d'une seule entreprise ou d'un seul consortium d'investissement. Donc il n'est pas étonnant d'avoir ce genre de projet et ce genre d'annonce. Il y a eu effectivement une précipitation, ce qu'on appellera un hype green hydrogen, mais qui aujourd'hui est en train de s'estomper pour ne garder que des projets sérieux qui vont effectivement pouvoir avoir à la fois l'assise financière, mais surtout un off-take, parce que comme probablement vous le savez, ce sont des projets de plusieurs décennies, donc une fois qu'on a fait l'investissement, on parle au minimum de 20 ans. Avoir des projets qui vont permettre d'absorber une production hydrogène vert et dérivés qui va pouvoir effectivement tenir la route pendant 20 ans, ce n'est pas évident. Alors, pour revenir au Maroc, aucun des 40 consortiums n'a retiré, à ma connaissance, son projet d'investissement. Parmi les 6 consortiums qui ont été présélectionnés, les négociations sont toujours en cours. Et je dirais l'une des bonnes décisions que le Maroc a fait, c'est que dans son approche, il a demandé à ce que l'off-taker soit clairement identifié, soit avec des lettres d'intention, soit carrément membre du consortium. Et donc de ce point de vue-là, on est moins exposé à la volatilité du projet ou du marché de l'hydrogène vert, qui est un marché naissant. Et comme tous les marchés naissants,
Je vous rappellerai que déjà, début des années 2000, tout le monde trouvait que l'énergie solaire était trop chère et que jamais elle ne pourrait surpasser le prix de l'électricité fossile. Aujourd'hui, 2 décennies plus tard, personne ne se pose la question. L'énergie solaire est aujourd'hui l'énergie la plus compétitive avec l'énergie éolienne dans les pays qui sont bien dotés en termes de ressources naturelles. Donc, pour revenir à effectivement l'annulation de ces projets-là, je pense qu'il faut effectivement s'inscrire dans la durée et il faut inscrire la dimension géopolitique et de partenariat stratégique entre pays comme étant un élément essentiel dans l'évaluation de ces projets-là. Il faut effectivement aussi regarder beaucoup, et le Maroc est certainement un pays très bien positionné, de voir ce que l'Europe est en train de faire en termes de politique. Donc il y a eu un Green Deal qui porte les investissements européens jusqu'à 2050. La conviction fondamentale de la nécessité de décarbonation des secteurs, ce qu'on appelle hard to abate ou difficiles à décarboner, est une très bonne décision. Les effets du réchauffement climatique, on les sent. Cet été est particulièrement chaud en Europe et aussi au Maroc. Et donc je pense que la conviction du besoin de décarbonation ne va faire que se renforcer dans l'avenir. Maintenant, les fondamentaux financiers d'investissement sur un projet d'hydrogène vert, eux, dépendent d'un certain nombre d'aléas, notamment les changements de politique publique au niveau de l'Amérique du Nord, les évolutions politiques des élections en Europe. Donc tout ça, il va falloir effectivement s'adapter et être capable d'adapter le projet à ces évolutions-là. Mais je dirais que les fondamentaux que sont la compétitivité de l'offre marocaine en termes de production d'électricité renouvelable, il est là, il ne va pas changer dans le temps. La proximité géographique et les investissements en infrastructure qui permettront d'acheminer ces produits-là ne vont pas changer. Je dirais l'obligation de décarbonation des secteurs qui font appel à cet hydrogène-là, lui aussi ne va pas changer. Maintenant, quels projets vont réussir, quels projets vont être retenus, ça, ce sont des aléas d'investissement qui sont propres à tout projet, tout grand projet d'investissement en infrastructure. Je pense que le Maroc est très pragmatique dans l'ensemble de ses politiques et en particulier sur les politiques de coopération en Afrique. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un très grand différentiel, par exemple, en termes d'accès à l'énergie électrique entre les pays d'Afrique du Nord qui ont réalisé pratiquement 100%, et les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, où dans certaines régions, on ne dépasse pas les 30%. Donc, aujourd'hui, essayer de mettre tout le monde sur le même diapason et essayer de mener une politique homogène dans un environnement aussi hétérogène est, je dirais, un pari d'échec garanti. Donc, ce que le Maroc a toujours fait, c'est qu'il a toujours été à la disposition, à l'écoute de ses partenaires africains, notamment en Afrique de l'Ouest. Les expériences marocaines ont bénéficié effectivement à un certain nombre de pays qui sont frères, notamment toute l'expérience marocaine et le retour d'expérience sur l'électrification rurale qui a été un grand succès au Maroc. On est passé de pratiquement la moitié de la population à pratiquement la totalité de la population en 2 décennies, ce qui est un success story très important et qui a tiré derrière lui tout un écosystème à la fois industriel mais aussi d'installation, de services. Et je pense que ça, c'est une belle réussite. Alors, il y a un certain nombre de pays qui sont naturellement bien positionnés pour la nouvelle économie de l'hydrogène vert. Le Maroc, on en avait déjà parlé, mais la Mauritanie aussi. Il y a des discussions en Afrique du Sud, mais il y a aussi pas mal en Namibie, en Égypte. Donc la proximité de la mer, l'existence d'infrastructures notamment portuaires, l'existence de terrains qui sont facilement mobilisables pour la production d'hydrogène vert. Il faut savoir que sur l'offre hydrogène vert Maroc, le minimum est 10 000 hectares par projet et je suppose que la majorité des protagonistes vont demander le maximum qui a été de 30 000 hectares par projet pour la première phase. Donc il y a aussi la dimension de sécurité d'investissement qui est un élément absolument clé dans un environnement qui est relativement instable en termes de sécurité des personnes et des investissements. Il y a un cadre politique et de protection des investissements qui doit être mis en place. Je pense que chacun des pays africains saura tirer un bénéfice de l'évolution vers les énergies renouvelables. Mais je pense qu'on sera sur des rythmes qui vont être différents en fonction de l'état d'avancement de chacun des pays. Alors moi,
ce que je peux proposer et qui va être bénéfique à l'ensemble de ces acteurs, peu importe l'état d'avancement. C'est que les projets d'investissement en hydrogène vert sont des projets en gigawatts. Et donc, lorsqu'on regarde ces projets-là, ils peuvent justifier de l'existence, de la mise en place d'une chaîne de valeur industrielle, notamment de production de panneaux photovoltaïques, de production de pales d'éoliennes, de production de mâts d'éoliennes, de production de câblage, pour lesquels le Maroc a un avantage. Vous avez cité le success story de l'automobile. Le success story de l'automobile a mis en place tout un écosystème de câblage qui peut bénéficier à ce type de secteur. Il y a aussi tout l'investissement que l'OCP est en train de faire dans son outil industriel, mais maintenant aussi dans la fourniture d'énergie renouvelable pour cet outil industriel et le dessalement. Donc le Maroc a des projets de taille qui permettraient d'amortir des investissements en industrie. Mais une fois que vous avez installé une usine de panneaux photovoltaïques, rien n'empêche à ce que cette usine aille desservir l'électrification rurale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec des chaînes d'approvisionnement qui sont beaucoup plus proches, avec un transfert de technologie et de savoir-faire qui va être beaucoup plus facile que de tout importer de Chine, qui est le principal acteur aujourd'hui dans le secteur de fabrication des panneaux photovoltaïques. Donc je dirais qu'il y a des synergies à mettre en place, il y a des avancées que certains pays peuvent mettre en place qui vont bénéficier à d'autres pays, à toute la sous-région, notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une concertation au niveau politique est tout à fait utile. Moi, je crois beaucoup, et je pense que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a été précurseur à pousser pour la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange africaine. Cette zone de libre-échange risque de créer beaucoup de richesses partagées par l'ensemble des pays africains. Je pense que le Maroc a une certaine avance dont peuvent bénéficier un certain nombre de pays. Maintenant, cette coopération, elle doit se faire dans la mutualisation de ces investissements. Je pense que l'investissement de Dakhla Atlantique permet aussi de créer des infrastructures mutualisées pour tous les pays qui sont enclavés, donc le Mali, Burkina Faso, Niger et aussi loin que le Tchad. Et de ce point de vue-là, je pense que tout le monde a à gagner parce que le Maroc soit un success story sur l'hydrogène vert, parce que ça va tirer toute la sous-région et faire bénéficier effectivement toute la sous-région de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a, comme j'expliquais, plusieurs prérequis pour pouvoir réussir un projet d'hydrogène vert. Donc on a parlé effectivement des ressources naturelles qui sont abondantes dans beaucoup de pays africains. Il y a le besoin de mutualisation d'infrastructures de transport et notamment de ports, qui, elle, est beaucoup moins présente dans beaucoup de pays africains. Donc les pays africains qui auront investi de l'argent public dans ces infrastructures vont forcément attirer plus d'investissements que d'autres. Il y a aussi le cadre réglementaire, il y a la stabilité de la monnaie, il y a la stabilité géopolitique, la stabilité politique, la stabilité des politiques d'investissement qui va faire que certains pays vont avancer beaucoup plus vite que d'autres pays. Donc je pense que c'est quelque part la moisson des investissements qui ont été faits par le Maroc sur tout son cadre réglementaire qui vont privilégier certains pays. Alors, l'hydrogène vert en tant que, je dirais, feedstock, c'est-à-dire produit final, s'il n'y a pas de pipeline pour lui permettre son transport comme on fait pour le gaz naturel, il est très cher et très compliqué à transporter. Donc, ce qu'on va voir, c'est d'abord l'émergence de produits dérivés de l'hydrogène vert, notamment de l'ammoniac, donc l'ammoniac vert. Alors notamment l'ammoniac vert qui, lui, est déjà transporté et commercé à travers le monde de manière très, très courante. Il faut savoir que le Maroc est, derrière les États-Unis, le principal pays importateur d'ammoniac aujourd'hui. Et que les projets d'investissement de l'OCP vont augmenter cette demande. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'OCP est en train d'essayer de remplacer un ammoniac polluant importé par un ammoniac vert produit localement. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'ammoniac vert va être l'un des premiers produits dérivés de l'hydrogène vert qui va effectivement être exporté. Alors l'avantage, c'est qu'il existe des bateaux de transport de l'ammoniac vert, il existe des quais de débarquement de cet ammoniac vert, donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup sur l'infrastructure. Et c'est assez facile de produire de l'ammoniac vert en Égypte, en Namibie, en Afrique du Sud et de le transporter.
la proximité géographique du Maroc fait que les coûts de transport vont être plus compétitifs à partir du Maroc que dans d'autres pays. Mais le Maroc, même s'il mettait en place l'ensemble de l'assiette foncière qui a été prévue pour l'hydrogène vert, ne pourra pas satisfaire la demande européenne. Donc forcément, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre pour plusieurs pays africains. Et je pense qu'il y a aussi, et ça je pense c'est beaucoup plus ambitieux, la possibilité de développer des filières industrielles à partir de cet hydrogène vert, notamment la filière de l'acier vert, mais aussi demain de l'aluminium vert, qui sont des industries structurantes pour beaucoup d'autres applications. Et donc de ce point de vue-là, je continue à être très optimiste sur le potentiel de ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène vert, de développer des secteurs, à la fois des écosystèmes pour alimenter et fournir toute la partie construction, mais aussi des filières industrielles qui sont nouvelles et qui vont être développées. Et là, la coopération africaine est pleinement invitée, parce que quand on dit acier vert, il faut avoir des minerais d'acier, des minerais de fer, et les minerais de fer ne sont pas aujourd'hui suffisants au Maroc. Donc on peut très bien imaginer cette combinaison entre des pays qui ont des ressources minérales, des pays qui sont dans la transformation, et un partage de la chaîne de valeur et de la création de valeur qui va être faite de ce point de vue-là. Donc, moi, je dirais, c'est un secteur prometteur. Il y a ce que j'appellerais un first mover advantage, donc effectivement être capable de se positionner sur les off-takers les plus prometteurs, et les secteurs notamment du raffinage et aussi de l'acier. Je pense que c'est quelque chose à laquelle le Maroc devrait, je dirais que le Maroc devrait encourager, et encourager ces investisseurs qui frappent à sa porte, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Oui, il y a plusieurs, effectivement, livres qui sont des livres de prospective. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler essentiellement d'un secteur qui n'existe pas encore. Et que vous avez signalé tout à l'heure, le fait que certains projets qui avaient été annoncés sont en train d'être annulés. Donc, clairement, si on n'est pas dans la prospective, on ne voit pas où est-ce que ce train est en train de passer. Le Maroc, de par, je dirais, la vision de Sa Majesté, a été effectivement très tôt dans l'investissement dans des industries d'avenir. Donc le solaire, pour ne pas parler que de ce secteur-là, mais aussi l'automobile et d'autres. Et donc je dirais, il faut revenir aux fondamentaux qui permettent à cette industrie de se développer. Et pour moi, un livre qui serait intéressant à lire, c'est The Decarbonization Imperative, qui est un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, mais qui permet de dépasser les conjonctures actuelles et les difficultés pour se projeter sur à quoi ressemblerait une économie, je dirais, et c'est une invitation au disrupt, petit clin d'œil à votre média, et donc how do we disrupt the current economy for the future economy. Donc j'invite effectivement à prendre cette dimension de prospective et de regarder comment on peut construire l'économie de demain. Les acteurs de cette économie ne vont plus être les mêmes. On a vu, comme vous avez mentionné, dans le digital, de nouveaux acteurs émerger et dominer un secteur du digital alors qu'il n'existait pas il y a 2 décennies. Je pense que c'est un peu la même opportunité qui se présente à nous, et je pense qu'il faut effectivement avoir le courage de ces investissements qui vont transformer l'Afrique et bien entendu le Maroc dans les décennies à venir.